Bonjour, bienvenue et merci de vous joindre à la session d'aujourd'hui. Session qui concerne le béton et le bois dans le calcul des structures. Donc nous allons explorer comment le béton et le bois peuvent être combinés dans nos analyses structurelles afin d'obtenir à la fois des performances élevées et une durabilité optimale. L'objectif, c'est de se pencher sur les points forts de chaque matériau et de voir comment des solutions hybrides bois-béton peuvent nous aider à construire de manière plus intelligente et plus écologique. On va se concentrer aujourd'hui sur deux thèmes principaux. Tout d'abord, nous allons examiner les exigences en matière de durabilité dans la construction et la manière dont les émissions de CO2 peuvent être estimées en tant qu'indicateur mesurable. Et ensuite, nous passerons à l'aspect pratique et explorerons comment les structures hybrides, béton-bois, peuvent être modélisées pour équilibrer la performance et la durabilité. Parlons d'abord du béton, qui est, comme indiqué, l'épine dorsale des structures modernes. Alors le béton, ça reste bien sûr la colonne vertébrale de la construction actuellement, en raison de ses propriétés mécaniques uniques. Sa résistance élevée à la compression et sa durabilité garantissent des performances dans le temps, même dans des conditions difficiles. Il est également extrêmement polyvalent. Peut être coulé en place dans des formes architecturales et complexes. Et ça donne ainsi aux architectes et aux ingénieurs une grande liberté. Du point de vue de la durabilité, il y a de nouveaux ciments à faible teneur en carbone. On peut également utiliser des agrégats recyclés qui peuvent réduire considérablement son empreinte écologique. Et dans les modèles hybrides bois, le béton joue un rôle essentiel en tant que matériau pour les éléments principaux, pour le cœur, en offrant une rigidité et une stabilité pour garantir la sécurité de l'ensemble de la structure. Donc voilà pour la partie béton. Sur la partie bois, alors le bois, c'est un matériau qui est de plus en plus reconnu comme un matériau de construction moderne, même s'il a été utilisé pendant des centaines d'années. Il a vraiment beaucoup d'avantages. Sa faible densité le rend beaucoup plus léger que le béton, ce qui va réduire énormément le poids total du bâtiment, et ça va faciliter la logistique de construction. Comme c'est une ressource renouvelable, le bois a une empreinte carbone réduite, et stocke également le CO2 pendant la croissance des arbres. Ça lui confère un profil de durabilité élevé. Il est polyvalent, il est bien adapté à la préfabrication, on peut tout préparer en usine, ce qui accélère la construction sur le chantier et permet de mettre en place des systèmes de construction modulaires assez efficaces. Au-delà de ces performances, le bois apporte aussi, on va dire, un aspect esthétique, une chaleur naturelle, qui vont enrichir la composition architecturale. On a également maintenant de nombreux produits élaborés disponibles tels que les bois lamellés collés, les CLT, et il atteint un rapport résistance-poids assez impressionnant qui permet d'avoir de longues portées et des agencements flexibles. Quand il est combiné à d'autres matériaux, il peut aussi améliorer l'isolation thermique et il va contribuer également à améliorer les performances acoustiques. Et dans les modèles hybrides bois-béton, le bois complète le béton en ajoutant de la durabilité et de la flexibilité. Bon, partout en Europe, les gouvernements, les villes vont encourager et encouragent actuellement l'utilisation du bois comme matériau de construction durable. En France, par exemple, on a montré la voie avec les projets comme le village olympique, où il y en avait à peu près 50% de bois, voire même un peu plus, dans les bâtiments. On a un objectif de 50% de bois dans les projets de logements sociaux d'ici 2030, et il y a une stratégie nationale qui vise à promouvoir l'utilisation du bois dans les bâtiments publics. Voilà. Mais il y a aussi d'autres projets en Europe, comme vous pouvez le voir dans la diapositive suivante,
La Scandinavie met en avant les immeubles de grande hauteur en bois avec la tour Moistern. En Norvège, on a aussi, ce n'est pas indiqué dans la diapositive, mais Londres qui développe rapidement des projets avec du CLT. Voilà, toutes ces initiatives européennes prouvent que le bois est en train de devenir un élément central de la construction durable en Europe. Pour terminer sur cette diapositive, on a également Amsterdam, aux Pays-Bas. On a un projet ambitieux en 2025 de 20% de tous les nouveaux logements devront être construits en bois. Voilà. Dans la construction hybride béton-bois, donc dans ces structures hybrides, on va essayer de combiner les avantages des deux matériaux. Donc le béton va offrir la résistance, la rigidité et la durabilité à long terme. C'est des choses dont on a besoin pour tout ce qui est contreventement, fondation, etc. Et le bois, quant à lui, va réduire le poids, va également permettre l'accélération de la construction à l'aide d'éléments préfabriqués, et il va améliorer l'empreinte carbone de nos ouvrages. Et combiné, on va pouvoir également améliorer le confort thermique et acoustique, et ça va offrir aux architectes un style unique, voilà, où on va allier la solidité du béton à l'esthétique du bois. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que les constructions hybrides sont l'une des approches les plus prometteuses pour l'avenir des bâtiments durables. Et bien sûr, il faut pouvoir mesurer tout ça. Donc quand on parle de durabilité, l'indicateur le plus largement utilisé et mesurable, c'est l'empreinte carbone. Donc si on considère le béton, dans un premier temps, son empreinte carbone, c'est entre 250 à 350 kg de CO2 par mètre cube. Ça s'explique principalement par la production du ciment, qui va nécessiter des fours à haute température, et puis toutes les réactions chimiques qui composent la création du ciment libèrent systématiquement du CO2. Le bois, quant à lui, va présenter un tableau un peu différent. On va avoir deux choses. Sa production, elle va quand même générer un certain nombre une certaine quantité d'émissions qui vont être liées aux adhésifs, au séchage, au transport. Les valeurs sont généralement plus faibles que celles du béton, puisqu'on est entre 200 et 250 kg de CO2 par mètre cube. Mais si on tient compte du stockage du carbone pendant la phase de croissance des arbres, voilà, le tableau il change complètement et on se retrouve avec un stockage impressionnant de près d'1 tonne de CO2, comme vous pouvez le constater sur le graphique que vous avez dans la partie à gauche. Donc ça conduit généralement de mettre en place du bois qui vient stocker le CO2 à une empreinte négative de CO2, et ça va faire donc du coup réduire les émissions au global dans la construction. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur Advanced Design et on va regarder les différents paramètres qu'on est capable de mettre en place pour comptabiliser tout ce qui est l'empreinte carbone directement dans le logiciel. Donc pour les besoins de la présentation, on va prendre ce modèle mixte assez simple, complexe, où là on va avoir la mise en place d'éléments bois qui seront plutôt là pour, on va dire, des raisons architecturales que de réduction complète des émissions de carbone. Mais ça reste quand même un exemple valable. Donc ici on va avoir des éléments béton qui vont être en C30-37, que ce soit les dalles ou les poteaux et les poutres. Et ici, donc, on va avoir la mise en place de bois lamellé-collé 24 MPa. Donc, dans Advanced Design, vous avez la possibilité d'aller chercher un certain nombre de matériaux directement ici dans la rubrique Gestion matériaux. Et vous voyez ici les matériaux qui sont chargés actuellement pour ce modèle-là. Ça me permet de vous rappeler que Advanced Design est complètement multimatériaux et que vous pouvez utiliser n'importe quel matériau comme du bois, du béton, du métal et même des matériaux utilisateurs.
Donc ici, on va pouvoir aller dans le catalogue et chercher dans la partie bois. On va pouvoir venir chercher ici, suivant la norme qui nous intéresse, par exemple ici les bois collés, ou on peut également aller chercher ici des résineux, etc. Donc ça fait partie des différentes normes. Donc moi, dans ce modèle-ci, j'ai utilisé du lamellé collé. Mais on aurait pu utiliser n'importe quel type d'autres matériaux bois. Donc on le voit bien ici, hein, la famille est bien indiquée comme un matériau bois ici. Donc ici dans la partie, on va dire, on va passer sur les propriétés mécaniques. Nous, ce qui va nous intéresser ici, donc là vous voyez qu'également sur la partie expertise bois, on va avoir un certain nombre de paramètres. Donc ici, on retrouve ici le 24 qui est dans le nom du bois. Mais ce qui va nous intéresser ici plus particulièrement, c'est la rubrique émissions de carbone. Et comme vous pouvez le constater, par défaut, ici, il n'y a rien. C'est-à-dire que rien n'a été saisi. On n'a pas l'influence et le calcul des émissions de carbone pour l'instant. On va retrouver ici la même chose pour le béton, c'est 3037. On va s'apercevoir ici que dans cette famille-là, j'ai rien du tout. Alors, je pourrais ici venir remplir tout de suite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez variable, la partie CO2, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, le transport, la localisation, le pays dans lequel vous vous trouvez, les méthodes de création des différents matériaux. Donc pour ça, en fait, on a un menu spécifique, ici, facteur carbone, dans lequel on a un certain nombre de choses. Donc par défaut, on vous propose une bibliothèque avec des valeurs moyennes. Donc vous pouvez constater ici qu'on a des valeurs moyennes pour le béton, qu'on a des valeurs moyennes pour le bois, sans stockage de carbone, avec stockage de carbone inclus. Donc ça, ce sont les valeurs moyennes qui sont données. Vous pouvez bien sûr enrichir cette bibliothèque-là. On a un petit lien ici qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de précision. Alors ce tableau-là provient de la base de données ICE que vous retrouvez ici. Vous pouvez aller directement sur ce site-là pour vérifier comment tout ça est calculé. Et on va venir ici prendre les différentes valeurs pour le bois. Donc ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le lamellé collé avec le stockage de carbone. Donc on s'aperçoit ici qu'on a une valeur de moins 0,9. Donc bien sûr, la mise en place de bois va limiter notre empreinte carbone. Donc si je veux ajouter un nouveau matériau, donc vous pouvez constater que j'avais déjà chargé deux matériaux que j'avais créés. Donc ça, c'est des matériaux utilisateurs, enfin des valeurs utilisateurs. Donc je vais pouvoir créer un nouveau matériau, ici. Donc là, on va l'appeler avec stockage. Et ici, donc, on va mettre la valeur de moins 0,9 qu'on a lu dans le tableau précédent. Alors, ça va me permettre de vous expliquer ici un petit peu les différentes manières dont on peut rentrer les facteurs carbone. Donc on peut le rentrer par poids, on peut également le rentrer par volume, on peut également le rentrer via une surface, par une aire pour les éléments surfaciques, et on peut également saisir la contribution du ferraillage, c'est bientôt bien sûr plus pour le béton, on peut rentrer la contribution du ferraillage dans le calcul des émissions de carbone. Alors, il faut faire attention parce que vous devez choisir quelle colonne vous remplissez. Puisque si vous remplissez le poids, le volume et par exemple l'air, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter ces différents volumes, ces différents éléments quand il va faire le calcul. Il va les sommer et donc du coup, vous n'aurez pas le bon résultat. Donc soit vous saisissez le poids, soit vous saisissez en volume. Je vous avoue que la partie où on saisit par une surface est un peu moins intéressante. Alors vous pourriez me dire que ça pourrait être intéressant pour les éléments surfaciques, mais dans le cas où vous avez des éléments surfaciques qui ont une épaisseur différente, et bien du coup ça vous obligerait à créer plusieurs lignes pour chaque épaisseur différente. Il est du coup plus intéressant de le saisir par le poids, puisque le poids va être modifié automatiquement dès que vous changerez l'épaisseur de votre élément surfacique. Voilà. Donc sur la partie béton, on avait déjà tout pré-rempli, y compris la partie ferraillage.
Si dans votre calcul, vous ne faites pas le calcul avec l'expert béton, c'est-à-dire que Advanced Design n'a aucune connaissance de la quantité d'acier qui a été mis en place dans vos poutres, dans vos poteaux, dans vos éléments surfaciques, bah bien sûr, il ne tiendra pas compte de cet élément-là, puisque ce sera multiplié par 0. Donc il ne le tiendra en compte, il n'en prendra compte que lorsque vous ferez un calcul béton armé. Voilà pour ce menu-là. Alors, pour rentrer et valider, enfin pour mettre en place ces émissions, enfin ce facteur carbone, on a deux possibilités pour le saisir. Premièrement, je peux sélectionner un élément, me rendre dans la section calcul et coût des émissions de CO2, et vous voyez ici que j'ai dans la partie émissions de CO2, je peux définir ici donc paramètres par matériau. Donc par défaut, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir du matériau, et je pourrais venir ici en décochant cette case-là, et je pourrais venir choisir ce qui m'intéresse à cet endroit-là. Moi, je vais laisser par matériau. Alors ça a un petit avantage quand même, parce que sur certains éléments, par exemple, si je parle du bois lamellé-collé, je pourrais dire que ici, mes poutres courbées ont des émissions de carbone un peu plus élevées que des poutres et des poteaux standards, puisqu'elles sont courbes, et dans ce cas-là, vu qu'elles sont courbes, eh bien, j'ai un procédé qui est un peu plus complexe et qui va émettre du CO2. Donc je pourrais éventuellement, juste pour ces poutres-là, venir choisir un autre paramètre. Bon, ce n'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va venir modifier directement les matériaux. Donc pour les mettre directement dans les matériaux, ben, c'est tout simple. On va retourner dans la rubrique des matériaux utilisés. Sur la partie bois, on va venir mettre en place ici, donc on vient choisir dans la liste ici celui qui nous intéresse. Donc par exemple ici, on va prendre avec stockage de carbone. Et pour le béton, on va venir choisir notre matériau béton ici. Comme sur l'ensemble des éléments, y compris les matériaux béton, ici quand on vient dans la rubrique émissions de CO2, on est par matériau, automatiquement il va aller chercher ces différents éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le calcul et on va pouvoir regarder du coup graphiquement les résultats directement sur la partie CO2. Voilà, le calcul est terminé, on va enlever l'affichage des nœuds et on va pouvoir venir ici régler ce qui nous intéresse. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les émissions de CO2. Alors on pourrait les regarder pour les appuis, pour les éléments, parce qu'effectivement, les appuis sont en béton. Alors là, par défaut, c'est du C2530 et moi, je n'ai pas réglé le calcul, enfin, j'ai rien réglé sur ce matériau-là pour les émissions de CO2, donc du coup, je me retrouve avec 0. Donc on va omettre ça pour l'instant, mais vous auriez pu également le prendre en compte pour les différents appuis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder par exemple sur les éléments filaires. Alors par défaut, il l'affiche sous forme de valeur. Donc nous, on va aller dans les options ici et on va lui dire qu'on les veut sous forme de couleur. Ce sera beaucoup plus simple à regarder. On peut temporairement ne pas afficher les éléments surfaciques, voilà, pour avoir une meilleure vision des résultats. Donc là, on s'aperçoit ici qu'on a des valeurs du coup négatives, puisqu'on est en train de regarder les émissions de CO2 par élément. Donc négative sur toute la partie bois, et puis positive sur toute la partie béton. Donc là, on voit que les éléments les plus longs et donc les plus lourds sont ceux qui, donc par exemple comme cette poutre-ci, on est presque à 2 tonnes de CO2, alors que pour les poutres ici, on enlève 750 kg de CO2 là-dessus. Alors bien sûr, vous pouvez jouer avec la configuration de la color map ici et vous mettre en, par exemple, bicolore et dire que la limite c'est 0. Tout ce qui est vert, c'est négatif, tout ce qui est rouge, c'est positif. Voilà, ça ne change pas, vous pouvez toujours vous servir de ce genre de choses. Donc là, on va repasser en standard avec 16 couleurs, pardon. Hop. Là, on a regardé les résultats par élément, mais je pourrais aussi demander par unité de longueur, ce qui va me donner une toute autre interprétation, puisque cette fois-ci, c'est les éléments qui ont les sections les plus importantes en béton qui ont le taux donc,
bah là, c'est les poteaux hein, qui sont carrés de 50, contrairement aux poutres que j'avais ici, qui font 30 par 60. Donc c'est cette section-là est beaucoup plus importante. Et donc, du coup, ben, j'ai des émissions de carbone qui sont plus grandes pour cet élément-là, puisque je regarde par unité de longueur. Voilà. Bien sûr, je pourrais regarder exactement la même chose sur les éléments surfaciques. Alors, bien sûr, il faut que je les raffiche, sinon je n'aurai pas les résultats correspondants sur ces éléments-là. Et de la même manière, par défaut, je pense qu'il affiche sur les surfaciques avec des valeurs, alors que moi, je le voudrais avec des couleurs. Voilà. Et là, on s'aperçoit que voilà, chaque dalle, c'est 35 tonnes de CO2 qui sont émis à l'aide à cause du béton qui a été coulé en place sur ces éléments-là. Sachant que je n'ai pas encore fait, et je ne ferai pas dans cette démonstration le calcul des aciers, mais qui ce serait encore plus important si on passait avec le calcul des aciers. Donc voilà pour la partie, on va dire, résultats graphiques. Si maintenant, je veux regarder les résultats sous forme de notes, donc je vais prendre ici, générer une note. Je vais aller dans la rubrique tableau, donc bien sûr là la note est vide, et c'est dans données géométriques que je vais avoir estimation des coûts de CO2. Et je vais avoir différents tableaux qui sont disponibles. Donc je vais l'avoir par matériau, ou par type d'élément, ou par système. Donc là, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Là, on peut éventuellement laisser les trois, ça ne sera pas gênant. Et on va choisir ici le type de document vers lequel on veut regarder. Donc pour que la note soit plus rapide à sortir, on peut éventuellement sortir en RTF ou en PDF pour avoir les différents éléments. Et on peut regarder ce que ça donne ici. Donc, je vais zoomer un petit peu. Alors, pour le C2530 et le S235, qui sont des matériaux par défaut sur lesquels je n'ai pas saisi d'émissions de CO2, bah, du coup, j'ai une valeur de 0. On s'aperçoit que mon matériau en C3037, ici, vient me générer 172 tonnes de CO2 et que le bois qui a été mis en place vient soulager de 10 tonnes. Voilà, ce qui nous fait 162 tonnes de CO2. Donc là, on l'a par matériau, mais vous pouvez l'avoir par élément ou par système. Voilà. Alors là, le modèle a été fait par un collègue anglophone, donc du coup, c'est pour ça que vous avez les noms des systèmes en anglais, mais si vous mettez les noms en français, vous aurez bien sûr les noms en français. Bien sûr, à chaque fois, vous avez le total pour contrôler ce qui a été calculé. Donc, bien sûr, on a le même à chaque fois. Donc là, on a à peu près 163 tonnes d'émissions de CO2. Alors, pourquoi j'ai sélectionné d'abord mon modèle avant de sortir la note? Bah, tout simplement, en fait, parce qu'il y a un deuxième modèle, le même, mais en transformant en fait, la partie architecturale en bois, en la mettant en béton, et pour pouvoir, du coup, comparer entre les deux solutions. Si je compare la partie avec bois, qui était à 163 tonnes, avec une partie complètement béton, sans cette partie bois, ben là, je pourrais à nouveau générer la même note et regarder les choses. Et là, j'ai plus la diminution, et puis surtout, je viens rajouter de la masse avec des poteaux et des poutres en béton. Donc, le delta, c'est quand même presque 25 000 tonnes de CO2. Puisqu'on passe de 163, même plus, 35 000 tonnes, puisqu'on passe de 163 à 201 tonnes. Donc voilà comment on peut simplement, dans Advanced Design, comparer des différentes solutions, regarder leur empreinte sur l'environnement via l'empreinte carbone, de manière assez simple, soit graphique, soit directement avec des tableaux. Alors, bien sûr, ce ne sera pas applicable à tous les bâtiments que vous allez modéliser, mais ça vous permettra, si on vous le demande, d'avoir une estimation du CO2, des émissions de CO2, et ça vous permettra éventuellement de justifier une solution par rapport à une autre, d'un point de vue écologique et économique. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, nous pouvons y répondre. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée.